Bonjour à tous, bienvenue pour ce second webinaire de l'année proposé par BGE. Tout d'abord, un petit message d'usage en cette fin de mois de janvier. Très bonne nouvelle année à tous. On espère que cette année verra votre projet se lancer et si vous l'avez déjà lancé, décoller. En tout cas, avec BGE, on est mobilisé pour ça, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, bon, bah, ça commence cette année avec ce webinaire dédié au commerce de proximité. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver avec Philippe Bailly, qui est responsable des marchés professionnels au Crédit Mutuel, et Bonjour à tous. Émeric, qui est du coup fondateur d'Anagramme, une épicerie vrac au centre du Mans. Bonjour à tous. Juste pour commencer, quelques règles d'usage. Bon, vous commencez à avoir l'habitude également, donc n'hésitez pas à interagir avec nous via l'onglet chat et à nous poser vos questions via l'onglet prévu à cet effet. On n'hésitera pas à y répondre. C'est aussi le but de ce webinaire-là, vous apporter des réponses. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous connaissez BGE, si vous êtes suivi. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va démarrer le webinaire. Alors, tout d'abord, pourquoi ce webinaire sur le commerce de proximité? Parce qu'on vit dans une période où assez compliquée. On a eu une pandémie qui a rendu ce secteur d'activité un peu plus difficile, mais on a vu que finalement, c'était un secteur qui était plein de résilience. On a vu son utilité et on a remarqué qu'entre 2019 et 2020, alors qu'on était dans une période assez compliquée, on a eu une augmentation de 9% d'ouverture des commerces. Donc voilà, et on s'est dit qu'en plus, ce secteur faisait face à de multiples mutations, que ça soit sur la question de la digitalisation, des circuits courts, voilà, tout un tas de nouvelles tendances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu vous les présenter, vous apporter le regard et d'un entrepreneur qui est passé par le questionnement, qui vous aussi certainement vous travaille, et par l'œil aussi expert d'un banquier du Crédit Mutuel. Parce que finalement, ouvrir un commerce, on le verra, c'est un dossier un peu complexe qui demande souvent de lourds investissements. Et donc, vous allez devoir composer avec un partenaire bancaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous réunis pour ça. Donc voilà, je parlais juste encore pour vous présenter un petit peu BGE. Je ne sais pas si vous connaissez BGE, n'hésitez pas à nous le dire. Donc BGE, c'est un réseau associatif d'accompagnement à l'entrepreneuriat et au développement aussi de l'entreprise. L'idée de BGE, c'est de vous accompagner sur toutes les étapes de votre création et du développement, avec 1200 conseillers formateurs qui sont là à votre écoute. Chaque année, on a à peu près 50 000 personnes qui sont formées à l'entrepreneuriat pour 17 000 créations d'entreprises. Bon, les chiffres ont un peu évolué depuis que j'ai fait ce slide. Donc voilà. Je vais vous laisser vous présenter du coup, Émeric et Philippe. Allez-y, vas-y Émeric. Eh bien, rebonjour à tous. Donc, du coup, moi, je m'appelle Émeric Marcia, j'ai 33 ans. Je suis marié avec Mathilde, avec qui on a lancé cette épicerie. Et on a deux petites filles, deux grandes filles maintenant, qui ont 5 ans et 10 ans. Par rapport à mon parcours, avant d'ouvrir l'épicerie, j'étais formateur sur un logiciel de planification. Donc, j'intervenais auprès d'entreprises pour former les salariés des entreprises sur ce logiciel-là. Et donc, je le commercialisais. Et en fait, arrivé en 2018, j'avais un peu une recherche de sens dans ma vie professionnelle. Je m'y retrouvais pas vraiment. Alors, le fait de former, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Et dans d'autres domaines, je l'ai fait également. J'étais coach au basket notamment. Enfin voilà, il y a eu plusieurs choses dans ma vie qui m'ont relié à la formation et à la transmission de compétences. Et en fait, ça a concordé avec la lecture d'un livre à l'été 2018, le livre de la famille presque zéro déchet. Je ne sais pas si c'est un livre que vous connaissez, mais en gros, c'est une famille de 4 personnes qui, à la fin de l'année, réussit à caser tous ces déchets non recyclables, non compostables dans un bocal.
Quand j'ai lu ce livre, ça m'a très intrigué, tout de suite passionné, parce que moi j'ai toujours eu une sensibilité forte à tout ce qui est écologie et santé. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire, mais que je ne faisais au final pas grand-chose parce que par manque d'information. Donc dans un premier temps, en parallèle de mon job de formateur, j'ai créé mon auto-entreprise dans la transition écologique, dans l'accompagnement de la transition écologique, donc qui s'appelle Mon Coach Zéro Déchet. Et en fait, par le biais de cette activité, je proposais du coaching à domicile, des ateliers, des conférences auprès d'entreprises, associations, collectivités, pour voilà, parler de ce mode de vie voilà, zéro déchet, une consommation responsable, et de transmettre cette information que moi j'avais eue par ce livre et par l'expérience que j'avais eue à la maison derrière, parce on a fait un virage à 180 à la maison en changeant toutes nos habitudes suite à la lecture de ce livre. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré un peu dans ce mode de vie et dans ce mode de consommation. Et donc Mathilde, ma femme, était elle assistante de gestion et en fait c'était à l'été 2019 où elle a fini son dernier contrat d'assistante de gestion. Elle a eu la même chose que moi, une recherche de sens en fait dans sa vie pro. Elle voulait retourner dans le commerce et dans la vente avec des expériences qu'elle avait eues dans ce domaine plus jeune, mais elle se voyait pas vendeuse chez H&M, par exemple, alors sans dénigrer complètement cette profession, mais par rapport aux convictions qu'on avait nous à la maison, elle se voyait pas vendre des vêtements qui étaient faits à l'autre bout du monde et dans des conditions pas forcément terribles. Donc en fait, on a lié en fait nos deux envies. Moi, j'ai eu envie de complètement quitter ce job de formateur pour me lancer dans une activité à part entière. Et j'ai ce côté entrepreneur et elle a ce côté commerçante qu'on a eu envie de lier pour créer cette épicerie. Et voilà, ça, on a eu ce projet-là à l'été 2019 et à l'été 2020, on a réussi à ouvrir notre épicerie. Voilà pour D'accord. la présentation. Voilà pour le parcours. Et vous, Philippe, du coup, vous êtes responsable professionnel du marché, enfin responsable des marchés professionnels au Crédit Mutuel. J'espère être professionnel. Et vous êtes aussi professionnel. Du coup, le profil d'Emeric, c'est un profil que vous voyez souvent en agence? Ah oui, oui, des gens qui refont un parcours de vie ou qui changent, qui prennent une oblique par rapport à une vie toute tracée, on les voit arriver régulièrement en agence. Et c'est ces profils-là qui sont généralement très intéressants parce qu'il y a une maturation du projet en amont qui est la condition sine qua non pour pouvoir réussir derrière. Donc, on ne se réveille pas un matin. Enfin, je pense, Émeric, c'est pas ton cas, mais on se réveille pas un matin en se disant tiens, je vais ouvrir une boutique. Ça fait partie d'un process de vie et de maturation qui peut prendre du temps, quelques mois, quelques années généralement. Et par contre, le projet, une fois qu'il est ancré, il est bien ancré. Et donc, c'est ces gens-là, effectivement, où c'est plus simple à accompagner. Ouais, ça Parce vous qu'ils ont rassure, déjà vous? apporté des réponses. Ouais, ouais, ils ont déjà apporté des réponses à des questions que l'on peut se poser. C'est une histoire de confiance, hein, Ouais. la relation entre le banquier et puis son client. Tout est basé en fait sur la confiance. Donc, quelqu'un qui inspire confiance parce que justement il a bien réfléchi à son projet, on part déjà d'un meilleur pied qu'avec quelqu'un qui n'a pas réfléchi, qui n'a pas un projet bâti solidement, quoi. D'accord. C'est bien. Et vous croyez que c'est le commerce, vous ressentez aussi cette tendance-là, l'ouverture d'un commerce, ou c'est quelque chose que vous percevez, cet engouement pour le commerce dans vos Alors, agences? on le perçoit, je sais pas si, enfin, je sais pas si on peut pas dire qu'on le perçoit ou pas. De toute manière, il y a toujours une sorte de roulement entre les fonds de commerce, hein. J'allais dire un fonds de roulement, c'est des formations professionnelles. Mais il y a toujours un roulement entre les fonds de commerce qui est plus ou moins accéléré en fonction de la qualité, entre guillemets, du centre-ville. C'est D'accord. aujourd'hui la grande question, c'est le cœur de ville, comment on le redynamise. Et par exemple, Emmerich, alors, il se trouve que j'habite Le Mans aussi, donc je connais son commerce. Emmerich serait venu me voir il y a 10 ans. J'aurais pas été franchement emballé par son projet. Parce qu'il y a 10 ans, le quartier où il est installé, c'était un quartier un peu en déshérence où il y a beaucoup d'immeubles qui étaient rasés, tout ça. Aujourd'hui, c'est un quartier qui est en pleine recomposition, enfin qui a même été recomposé, où il y a beaucoup d'habitations, de petits logements qui sont installés. Et là, le fait d'installer un commerce dans cette zone-là est tout à fait, enfin, ça devient naturel.
Ce qui n'était pas le cas il y a 7-8 ans, à l'époque où c'était les terrains vagues qui servaient à garer les voitures pour ceux qui prenaient le tram pour aller en centre-ville, quoi. Voilà. Ouais, on va en parler juste après du coup de l'emplacement. Juste là, l'idée qu'on voulait vous donner à travers le parcours d'Emeric, c'est surtout la question de sens dans le projet. Voilà, vous aider à vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous ouvrez ce type de commerce-là? Quel est votre moteur? Est-ce que c'est d'apporter un service qui n'existe pas ou transmettre ce en quoi vous croyez, donc l'idée zéro déchet. Voilà, donc sachez qu'il y a des formations aussi pour vous aider à faire le point sur ce chemin-là qui se trouve un peu en amont de la création d'entreprise. Voilà, on va sans plus tarder passer sur l'emplacement. Alors ça, je crois que c'est un peu le nerf de la guerre, l'emplacement. On a commencé à en parler. Émeric, en quoi c'est important d'avoir un bon emplacement? Bah, comme tu l'as bien évoqué sur la slide, je pense que c'est en effet 50% du travail. L'emplacement est vraiment déterminant. Nous, on a eu de cesse de nous le répéter quand on a justement voulu monter ce projet. On peut avoir le meilleur projet, le meilleur concept du monde. Si on est mal placé, pas visible, on aura vraiment énormément de difficultés à, à réussir à monter le commerce et à le faire devenir pérenne surtout. Donc ouais, c'est vraiment primordial. Nous, de notre côté, pour l'emplacement, on a dans un premier temps travaillé l'étude de marché grâce à BGE d'ailleurs, avec qui on a fait le parcours entrepreneur. On a monté ce business plan et ce prévisionnel en le travaillant dans un premier temps sur la cible et quel quartier on allait cibler. Alors, on est du Mans depuis, on habite au Mans depuis plus d'une dizaine d'années, donc on avait déjà une idée un peu de quel quartier cibler, mais c'est bien d'avoir des chiffres précis qui nous confirment un peu ce qu'on pense. Donc, dans un premier temps, on a vraiment travaillé sur tous les quartiers du Mans, alors peut-être pas tous, mais au moins ceux sur lesquels on pensait qu'il y avait une bonne, un bon potentiel. Et en fait, une fois qu'on a ciblé deux, trois quartiers intéressants, là derrière, bah forcément, c'est recherche de locaux. On avait, nous, dans notre souhait, c'était d'avoir une superficie assez grande dans un premier temps pour pouvoir proposer déjà tous les produits nécessaires. On voulait que nos clients puissent faire leurs courses entières dans l'épicerie s'ils le souhaitaient. Et puis pour avoir également quelque chose d'assez épuré, c'est un petit peu dans la démarche aussi dans laquelle on se trouve. Voilà, avoir de la place, se sentir bien. On a vraiment eu envie d'une superficie assez grande. Donc voilà, c'était la chose, un des paramètres les plus importants, avec le fait également d'être dans un quartier surtout avec une vie de quartier. C'est ce qu'on visait. Voilà, il faut être visible, il faut être dans un endroit où les gens passent. Et c'est comme ça que nous, on a décidé de choisir cet emplacement. En effet, la rue nationale au Mans, elle est un peu décriée, même encore maintenant, hein, on peut le dire, il y a 10 ans, peut-être encore plus, mais même encore maintenant, nous, Ouais. on nous l'a pas mal reproché dans les rendez-vous bancaires qu'on a fait. On nous a pas mal reproché ce choix d'emplacement et on a eu pas mal de refus par rapport à ça d'ailleurs. Mais nous, on y croyait vraiment parce qu'on était dans le bas de cette rue avec plein de commerces de bouche à proximité. Ça, c'est un autre conseil aussi et un autre élément hyper important que nous, on voulait, c'est avoir en tant qu'épicerie, avoir des métiers de bouche à côté de nous. Donc, on a un boucher bio juste en face de chez nous. On a deux boulangeries, on a un caviste. Enfin, voilà, on a vraiment cette vie de quartier qu'on cherchait. Et quand on a trouvé ce local, on n'a pas hésité longtemps dans un quartier qu'on ciblait. Donc, on n'a pas hésité longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que votre commerce s'insère dans un écosystème, en fait. Voilà, c'est pas un seul commerce qui va tout dénaturer, c'est aussi l'écosystème qui va permettre par exemple, le client du boucher qui va venir vous voir, enfin bref, voilà, il y a ce jeu de va-et-vient, s'inscrire dans un environnement un peu précis. Du coup, vous, Philippe, Crédit Mutuel est présent un peu partout en France, donc vous avez aussi cette expertise-là sur le terrain. Est-ce que vous pouvez être un guide pour les personnes qui souhaitent entreprendre, qui sont toujours en recherche de commerce? Alors, j'irai peut-être pas jusqu'au mot guide, mais par contre, on peut conseiller les gens quand même. Ouais. On a 5400 points de vente sur la France entière. Donc, il y a 3 réseaux, hein. Il y a Crédit Agricole, BPCE
et puis Crédit Mutuel, où on a à peu près le même nombre d'agences, le même nombre de points de vente, et où on a encore des points de vente qui sont dans les zones rurales, dans les quartiers difficiles. On est les réseaux les plus implantés. Alors, en ce qui concerne le Crédit Mutuel, effectivement, on a 4000 conseillers de clientèle professionnels répartis sur les 2 enseignes, Crédit Mutuel et CIC, ce qui fait que, vu le maillage, on a quand même une bonne idée de la zone dans laquelle on occupe un poste. C'est-à-dire que normalement, on reste conseiller clientèle sur la même caisse entre 3 et 5 ans. Et en 5 ans, ça permet d'avoir une expertise sur la zone considérée. Et là, alors il se trouve, alors c'est très drôle, parce que quand j'étais jeune et que j'avais des cheveux et que j'étais conseiller de clientèle en agence professionnelle, il se trouve que là où s'est installé Emeric, c'était ma zone. Et il serait venu me voir il y a 10 ans, je leur ai déconseillé cette zone-là. Parce que justement, comme tu l'as très bien dit, Emeric, la route nationale, sur Le Mans, là, n'était pas vraiment à ce moment-là très très porteuse. Aujourd'hui, quand on voit donc mon remplaçant, enfin mon 4e remplaçant depuis le temps quand même, s'il était venu voir, enfin si Emeric avait été le voir, il n'aurait pas tenu le même discours. Il aurait pu dire, écoutez, oui, la zone est en train d'être revitalisée, il y a des nouveaux habitants, il y a effectivement tous ces commerces de bouche là qui n'existaient pas forcément il y a quelques années et qui se sont installés. Il y a une nouvelle vie de quartier qui s'est installée et là, on peut avoir confiance. Il y a 2 emplacements à avoir quand on est commerçant. Il y a l'emplacement physique, et on en parlera peut-être un peu après, c'est l'emplacement sur la toile. Ouais, tout à fait. Où là, il n'y a pas de mauvais quartier. Voilà. faut juste aussi prendre en compte tout ce qui peut être aussi les petites perturbations sur lesquelles on n'agit pas forcément, mais tout ce qui est les travaux. Voilà, si on s'installe et que 2 semaines après, on a les travaux du tramway qui passent juste devant la boutique, ça peut être aussi quelque chose à prendre en compte. Voilà, donc il y a ces éléments-là. Il y a aussi toutes les questions un peu socio-économiques des quartiers, le panier moyen, les revenus des personnes. Je pense que c'est des choses aussi auxquelles on peut. Vous savez comment, Stéphane, vous savez comment on appelle le tramway au Mans, Non, dites-moi. chez les commerçants? La grande faucheuse. Voilà. Donc, Quand il y a eu des travaux, l'installation du tramway, et c'est valable au Mans, je l'ai vu également à Dijon, je l'ai vu dans beaucoup de villes de France, un tramway restructure complètement une ville. Le problème, c'est que pendant 3 ans, la ville, elle est sans dessus dessous. Et là, ça tue les commerces. Il y en a beaucoup qui ne se relèvent pas. Donc, effectivement, vous avez une ligne de tramway qui est prévue dans 6 mois qui passe devant votre pas de porte. Posez-vous les bonnes questions. ouais, surtout au début. Donc voilà, c'est pas juste aussi une question de local, c'est une question aussi de quartier. Donc voilà, regardez un peu tout l'environnement. Aymeric, on a parlé rapidement de l'étude de marché. Tu peux nous dire en quoi ça consiste, en quoi ça t'a aidé? Alors, deux grandes choses, je pense. Ça aide déjà dans un premier temps à convaincre un banquier. Sans, sans un dossier solide pour un projet comme ça, c'est un projet assez lourd et nous, on avait forcément besoin de l'appui d'une banque pour le réaliser. Et voilà, je pense que les banquiers ont besoin d'être rassurés quand on leur présente un projet. Ils ont besoin de certitude. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger, je pense. Business plan, prévisionnel, études de marché, tout ça, c'est des choses qu'on avait nous déjà entendues forcément, mais on l'avait jamais réalisé. Donc c'est quelque chose qui est pas évident à faire. On a eu la chance d'être accompagné par BGE encore une fois, qui nous a vraiment bien drivé pour la réaliser. Alors BGE ne le fait pas à notre place, mais en tout cas, il nous aiguille vraiment pour le faire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est surtout valider ce que nous, on croit en fait. C'est bien de croire en son projet. Il faut de toute façon, quand on se lance, on est obligé d'y croire, mais avoir une confirmation entre guillemets, au moins un semblant de confirmation, parce que ça reste des chiffres et après on ne sait pas la réalité de ce qui va se passer. Mais voilà, ça rassure un peu et ça permet de confirmer ce que nous on croit. Donc voilà, ça a cet intérêt-là et je croise pas mal de porteurs de projets qui nous contactent ou qui viennent nous voir à l'épicerie, qui ont le même projet. On fait pas mal de périodes d'immersion également à l'épicerie et c'est un sujet que j'évoque toujours avec eux. C'est bien d'avoir un projet, mais il faut réussir à le mettre sur papier pour valider
la faisabilité et la Ouais. pérennité de l'entreprise. Surtout que bon, là, on va passer au financement, mais ça représente toujours qu'un commerce représente toujours un investissement assez important. Donc voilà, comment toi, tu as pu, c'est à travers cette étude de marché-là, Aymeric, que tu as pu évaluer tes besoins financiers là-dessus? Oui, complètement. Dans le business plan global, il y a aussi forcément tout le budget pour financer ça. Est-ce que derrière, avec un prêt de X dizaines de milliers d'euros remboursés sur 7 ans, on peut, avec nos charges, nos salaires, les potentiels embauches, etc., est-ce qu'on peut décemment faire vivre l'épicerie par rapport à le nombre de personnes qu'on vise dans la zone de chalandise, par rapport au panier moyen dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà, c'est plein d'infos et plein d'éléments qu'on regroupe, qu'on va chercher et qu'on met en forme tous ensemble pour voir si les chiffres sont OK pour se lancer à cet endroit. Toi, concrètement, est-ce que tu peux nous dire à combien il t'a fallu enfin, il vous a fallu avec ta compagne Mathilde pour vous lancer? Une fourchette, hein, force. Alors, nous, dans l'enveloppe globale, on avait prévu 150 000 euros D'accord. d'enveloppe globale pour se lancer. C'est bien je pense, de voir large. Ne pas hésiter à grossir un petit peu les chiffres, alors sans être Extravagant. extravagant, mais voilà, vaut mieux avoir un petit peu de marge alors, dans le cas d'un imprévu ou des travaux qui se passent un peu mal ou ce genre de choses, c'est bien d'avoir une marge de sécurité. Ouais. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Philippe, parce que Ah bah, je suis totalement en phase avec toi. ok, donc dans ce cas-là, c'est bien de prévoir ça. Après, pour le financer, pour financer ces 150 000 euros, nous on avait un apport personnel de 15 000 euros qui était prévu et qu'on a rentré dans la société. On a eu un prêt d'honneur également de 15 000 euros Ouais. via Initiative Sarthe. Donc la Ok. BGE nous a orientés vers cet organisme pour avoir un prêt d'honneur. Donc pendant 4 ans, c'est un prêt à taux zéro qu'on rembourse. Donc qui aide pas mal aussi dans le budget total. On a eu 100 000 euros de prêt bancaire. Donc voilà, on arrive à 130. Et puis derrière, on a fait une campagne de crowdfunding également, où on a levé 4 300 euros. On en parlera peut-être tout à l'heure plus sur la Ouais. communication, mais en tout cas dans le financement, ça s'est rentré dedans. Et puis il y avait également un crédit relais TVA de la part de la banque pour arriver jusqu'aux 150 000. Le crédit relais TVA, c'est un prêt qui est donné au départ et qui est remboursé 6 mois après quand on a récupéré toute la TVA qu'on a payée dans un premier temps pour l'aménagement d'épicerie. Dans l'aménagement, il y a nous, on a fait pas mal de travaux dans le local, on a pas mal de matériel aussi. Donc voilà, tout ça, ça représentait une certaine somme et il y avait une fois qu'on récupère la TVA 6 mois après, on avait cette somme-là qu'on a rétribuée derrière à la banque. D'accord. Du coup, Philippe, quand vous avez quelqu'un comme Aymeric qui arrive avec son dossier, à quoi vous êtes le plus attentif? Bah là, je chigne en bas à droite avec un dossier comme Émeric, hein, donc il n'y a pas de souci. Il a dit, en fait, il a tout dit, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire bâtir un budget prévisionnel qui soit réaliste, regarder sa zone de chalandise, estimer le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir faire, et à côté de ça, regarder les charges, calculer les charges et calculer sa capacité de remboursement. Et donc là, ce qu'a fait Aymeric dans son BP, j'imagine qu'il a fait une projection sur 3 ans en disant, bah voilà, la première année, on fera tant de chiffre d'affaires, deuxième année, tant de chiffre d'affaires, troisième année, tant de chiffre d'affaires. Et une fois qu'on a rentré le chiffre d'affaires en haut du tableau, derrière, bah, il y a tout le plan comptable, en fait, hein, le compte de résultat qui va se calculer pour voir à la fin ce qui peut rester. Un point sur lequel je rebondis complètement, c'est le fonds de roulement. Aymeric parlait de l'apport pour la soif, d'une marge de sécurité. C'est hyper important parce que si vous êtes trop ric-rac dans votre plan de financement, que vous êtes en disant bon, bah voilà, je vais juste emprunter juste ce qu'il faut et puis pas plus pour ne pas obérer la situation ultérieure, sauf que le moindre problème qu'il peut y avoir derrière,
vous n'avez pas la ressource pour le faire. Et c'est toujours beaucoup plus compliqué de revenir vers le banquier en deuxième semaine en disant excusez-moi, mais je leur demande un petit peu plus parce que finalement, je n'avais pas bien calculé mon truc. Autant partir dès le départ avec un plan où on a justement cette marge de sécurité qui permet de faire face à ce qu'on appelle au cycle d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire le fonds de roulement. On dit généralement pour un client particulier qu'il faut qu'il ait, dans le meilleur des cas, qu'il ait 3 mois de salaire sur son livret. Et les 3 mois de salaire sur le livret, enfin ce livret-là, ça va lui permettre de faire face à la grosse réparation de bagnole qui n'était pas prévue, au lave-linge qui va lâcher ou un truc du genre. C'est exactement la même chose pour les professionnels. Il faut avoir justement cette capacité à pouvoir réinjecter, pas une grosse somme, mais juste ce qu'il faut quand même pour pouvoir passer un cap difficile. D'accord. Et est-ce qu'il y a que les chiffres qui comptent quand on va voir un banquier? On parlait tout à l'heure de confiance. On parle beaucoup des chiffres, mais moins de le côté humain, en fait. Quand je fais une formation ça m'est arrivé aussi, pour former mes jeunes collègues, je leur dis toujours un dossier, un client, c'est 50% le bonhomme et 50% les chiffres. Ce qu'a fait Emeric là, en arrivant avec un budget prévisionnel qui était hyper bien calé, un plan de financement qui était hyper bien calé, ça c'est la partie chiffres. Donc là on coche toutes les cases, il n'y a pas de souci. Après il y a le bonhomme. Et rappelez-vous ce qu'il a dit tout à l'heure dans sa présentation. Il a dit, moi j'ai mon côté entrepreneur et ma femme elle a le côté commerçant. Ça c'est super important. Parce que c'est un peu Janus, un entrepreneur. Il faut qu'il ait ce côté prévoyant, j'allais dire calculateur, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire prévoir ce qui va se passer, anticiper ce qui va se passer, se donner les moyens de réaliser ce qu'il veut qu'il se passe. Ça, c'est le côté entrepreneur. Mais à côté de ça, il faut avoir quelqu'un qui est commerçant. Et commerçant, ça veut dire aimer les gens, quoi. C'est-à-dire, c'est le relationnel. Et ça, c'est un peu comme le management, à mon sens. Hein. C'est soit on l'a en soi, soit on ne l'a pas. Alors, si on ne l'a pas, bah, effectivement, ouvrir un commerce, ça devient un peu plus délicat. Par contre, si on aime les gens, si on aime le service des autres, c'est super important. On a le même problème, nous, enfin, problème. On a la même problématique, puisque c'est pas vraiment un problème, avec nos collègues qu'on recrute pour devenir chargé de clientèle. Hein. On peut avoir un cadre en analyse financière et qui vaut rien du tout en face d'un client parce qu'il n'a pas ce relationnel-là avec le client. Et ça, bah voilà, soit on l'a. Alors, si on en a un petit peu, ça peut se développer, mais il faut en avoir un petit peu au départ. D'accord, très bien. Écoutez, on va passer à la problématique suivante. Comment se démarquer? Voilà, vous allez ouvrir un commerce, vous n'êtes certainement pas le seul à ouvrir ce même type de commerce, mais comment on arrive du coup à se démarquer? Aymeric, toi du coup, tu as ouvert un vrac bio. On imagine que tu n'es pas le seul au Mans. Et du coup, comment tu as fait pour te démarquer? Quels sont tes points un peu saillants pour te dire, voilà, j'ai des concurrents, mais je ne suis pas pareil qu'eux, et pourquoi c'est mieux de venir chez moi? Alors en effet, on nous le dit beaucoup, ça, qu'il faut réussir à se démarquer quand on lance quelque chose, que ce soit un commerce ou autre chose d'ailleurs. Au Mans, le contexte, c'est Biocop qui est donc une franchise de produits 100% bio, qui ont du vrac, mais pas du tout 100% vrac. Donc ça, c'est la première, donc un gros réseau. Ils ont maintenant 6 magasins au Mans. Et il y a également Day by Day, donc pareil, une franchise, une épicerie 100% vrac, qui n'est par contre là pas axée sur le bio. Ils en ont un petit peu, mais assez peu en général par rapport à tous leurs produits. Donc nous, en fait, on a eu envie, en fait, on n'a pas forcément eu cette envie absolue de se démarquer. C'est pas comme ça qu'on le voyait. On n'a pas eu envie de se comparer à ce que font les autres, et voilà. C'était plus pourquoi déjà à la base nous on a ouvert ce commerce. C'était parce que on trouvait pas nous en tant que consommateurs exactement ce qu'on cherchait quand on faisait nos courses. Pour le coup, nous on était clients Biocop. Parce qu'on est plus axé bio et parce qu'il y a pas mal de vrac aussi là-bas. Mais il nous manquait quand même ce côté local. Donc on arrivait à aller en direct chez le producteur, à droite à gauche de temps en temps, mais c'est quelque chose qui prend du temps de se déplacer chez son petit maraîcher à une dizaine de kilomètres, chez le fromager en direct aussi, mais à l'autre bout du Mans. Enfin voilà, c'est quelque chose qui était possible mais qui n'était pas forcément évident.
Et en fait, nous, l'idée de base d'ouvrir cette épicerie, c'était d'avoir en fait les trois réunis, le local, le bio, le vrac, et vraiment insister sur le local parce que nous, c'est ce à quoi on croit au-delà du bio, c'est vraiment le local qu'on cherche. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a, par la force des choses, en fait, on s'est démarqué comme ça. Et puis après, il y a un autre côté aussi qu'on n'avait peut-être pas forcément anticipé, mais qui revient beaucoup, en tout cas qui est beaucoup revenu quand on a ouvert, c'est le fait d'être indépendant par rapport à des franchises. Les clients qui sont un peu dans cette démarche sont très sensibles au fait que nous on soit indépendants et que voilà, je vais caricaturer grossièrement, mais on met pas notre argent vers une personne qui est tout en haut de telle franchise. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais en tout cas, c'est le ressenti que les clients nous ont donné. C'est pas quelque chose qu'on avait anticipé encore une fois. Nous, on a fait le choix d'être indépendant pour pouvoir faire ce qu'on veut, travailler avec les fournisseurs qu'on veut. S'il y a un produit qui marche pas ou autre, on n'a pas de prise de tête, c'est nous qui décidons, donc on a toujours eu ce choix, on s'est jamais posé la question. Mais voilà, c'est quelque chose on s'est rendu compte que ça nous démarquait de nos D'accord. concurrents au Mans. Et il se trouve qu'il n'y avait pas d'épicerie indépendante au Mans ce style-là. Enfin, le vrac, le bio, le local, ça n'existait pas au Mans. Donc voilà, on a probablement eu cette chance aussi au départ d'avoir ces points forts pour nous, quoi. Du coup, ouais, là, quand tu démarques par tes produits, notamment sur le circuit court, c'est un vrai travail de référencement que tu as fait en amont de l'ouverture du commerce, quoi. Ouais, il y a eu. Alors c'est bien d'être indépendant, mais il y a des côtés aussi. On va dire ça a ses avantages et ses inconvénients. Là, en effet, au lancement de l'épicerie, enfin en tout cas bien avant, parce que c'est un des premiers boulots qu'on a fait en même temps que l'étude de marché, c'est recenser tous les produits qu'on pouvait avoir et surtout derrière aller trouver des fournisseurs. Si on a voulu être indépendant, nous c'était aussi pour travailler en direct avec un maximum de fournisseurs. Donc aujourd'hui, on a entre 100 et 110 fournisseurs au total. Et dans cette centaine de fournisseurs, on en a 40, plus de 40 qui sont locaux. Donc quand je dis locaux, c'est sartois. Donc voilà, c'est en effet un gros travail de recensement au départ pour tous les trouver. Pas mal de boulot aussi une fois qu'on est ouvert pour la gestion de toutes les commandes avec chacun des fournisseurs. Mais voilà, ça vaut le coup et on est très content de bosser comme ça. Je prends juste une question au passage, parce que ça s'inscrit dans le thème. Du coup, la question de Virginie, comment tu as déterminé le montant du stock de démarrage? Eh bien, justement, en ayant fait ce boulot-là, j'avais un gros fichier Excel. On a dû ouvrir avec plus de 700 références, je crois, au départ, sachant qu'on fait de l'alimentaire et du non alimentaire. Je vais pas trop parler de ce qu'on proposait, mais on fait les deux. Et en gros, c'est estimé pour chaque produit quelle est la première commande à faire. Donc, je vais dire n'importe quoi, mais si on part sur du riz, par exemple, c'est des sacs de 25 kilos, donc on peut se dire que le riz, ça part pas mal. On peut prendre un sac de 25, ça peut être des sacs de 5 ou de 10 aussi. Mais voilà, on s'est dit que pour une première commande, un sac de 25 ou deux sacs de 25, ça pourrait suffire. Et puis, à l'opposé, si je prends, je sais pas, une crème hydratante dans le côté non alimentaire, et ben peut-être que 10 crèmes pour commencer, ça va suffire, en se disant qu'une ou deux semaines après, on va recommander. Et en fait, en ayant le fichier Excel bien renseigné avec tous nos produits, tous les prix, hors taxes d'achat, etc., et ben en fait, il y a qu'à regarder la case totale tout en bas. Et là, pour le coup, nous, on avait dans le business plan, on avait prévu 30 000 euros de stock de départ, donc d'achat hors taxes. Et on est arrivé à 35 000, je crois, au final, en rajoutant quelques références. Mais voilà, en gros, c'est comme D'accord. ça qu'on a déterminé. Faut un petit peu tâtonner au début, quoi. Oui, tout forcément. Et puis on fait pas les choses bien du premier coup, loin de là, hein. Encore maintenant, sur des commandes, on peut se planter aussi, mais oui, faut essayer d'estimer en gros, et puis après, on ajuste, quoi. D'accord, très bien. On va passer aussi à la question suivante, au sujet suivant sur la démarcation. Voilà, sur le côté où il faut être, même si vous êtes un magasin de proximité, être sur le web, c'est aussi
hyper important en fait. C'est un nouvel emplacement, une nouvelle vitrine que vous avez sur le web. Donc voilà, vous pouvez aussi développer vos canaux de distribution. On a longtemps parlé du click and collect, on a parlé de beaucoup de choses, de la présence sur les réseaux sociaux également. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la façon dont tu t'y prends, Aymeric? Alors, je crois savoir que tu as lancé ton click and collect juste cette semaine-là. Est-ce que tu peux nous faire du coup un petit retour sur la façon dont tu t'y es pris? Ouais, alors c'est un vaste sujet, la communication. Le click and collect, on l'a lancé en effet lundi, là, donc c'est tout récent. Donc on a un site internet qui était à la base un site vitrine. Quand on a lancé l'épicerie, alors il faut remettre un peu dans le contexte aussi, on a ouvert en août 2020. Pour rappel, mars-avril, confinement dans cette année-là. Donc en fait, on savait qu'on allait ouvrir quelques mois après un confinement. On savait pas trop où on allait et en fin d'année ce qui allait se passer. Donc on s'est dit s'il y a un deuxième confinement en fin d'année, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, il faut qu'on puisse avoir une roue de secours si on n'a pas été assez connu. Enfin voilà, on avait 2 ou 3 mois peut-être pour se faire connaître. Donc s'il nous manquait pas mal de clients, il nous fallait une solution click and collect prête. Donc on a travaillé justement sur ce site avant l'ouverture pour qu'il soit complètement rempli et prêt au click and collect dès qu'on le voulait en fait. Donc tout était déjà travaillé à ce moment-là. On l'a pas lancé parce que on a eu la chance de faire un début d'activité plus qu'excellent et bien au-delà de tout ce qu'on avait prévu d'ailleurs dans le prévisionnel. Donc on n'a pas eu besoin de lancer ce click and collect malgré le deuxième confinement qui a suivi. Là aujourd'hui on se retrouve dans une situation un peu plus compliquée avec une crise un peu dans l'alimentaire, alors dans plein de secteurs forcément, mais l'alimentaire bizarrement n'est pas épargné. Et du coup, on a ce besoin de trouver des nouveaux clients. Donc on a eu la chance de prévoir ça. Un click and collect, ça s'ouvre pas. Enfin, le site ne se travaille pas en une semaine. Là, avant le confinement, avant l'ouverture, j'avais bossé dessus pendant 3 mois, je pense jour et nuit ou presque. Donc voilà, on l'a lancé. On a juste eu besoin de l'ajuster en quelques semaines sur les nouveaux produits, etc. Et on a pu le lancer. Donc oui, la présence sur Internet, elle est primordiale. Le click and collect, c'est potentiellement des nouveaux clients. Et après, il y a tout le côté aussi réseaux sociaux, campagne de crowdfunding. Peut-être tu veux en parler après ou pas, mais voilà, c'est un autre parti. Mais en tout cas, sur le click and collect, c'est comme ça qu'on l'a géré. Ouais. Philippe, vous êtes attentif Oui. à la présence des commerces que vous financez sur Internet? Mais disons que c'est même pas, c'est au-delà de la sensibilité, c'est que ça devient aujourd'hui une obligation. Aymeric racontait l'histoire là par rapport au confinement, par rapport à tout ça. Effectivement, ceux qui se sont mieux sortis, c'est ceux qui étaient prêts au niveau digital. Ça, c'est clair. Et ceux qui ont mis en place le click and collect tout de suite, il y a quelques années, on vous aurait dit, vous allez au restaurant pour récupérer une assiette et puis rentrer chez vous pour la manger. On n'aurait jamais imaginé ça. Les restaurateurs qui étaient prêts à ça l'ont été tout de suite et ont pu continuer entre guillemets dans ces périodes difficiles. Donc c'est super important. C'est très très important également tout ce qui est réseau social. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui fait la notoriété. Ouais. Après, on en pense ce qu'on en veut, mais toujours est-il que le bouche à oreille maintenant, c'est plutôt le doigt et l'écran, quoi. Hein. Donc, on peut avoir. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Aymeric sur le crowdfunding, nous, le crowdfunding, on l'analyse plus. En fait, ça nous sert plus de bêta-testeur que d'instrument financier. Ouais. Le fait qu'il ait récupéré 4 000 € durant sa campagne de crowdfunding, c'est très bien. Hein. Comme ça a permis de boucler le BP. Mais par contre, de voir qu'il y a 200 personnes qui étaient prêtes à mettre 50 € ou 100 € dans son affaire, pour l'aider à monter son affaire, ça nous dit, tiens, ça fait un potentiel de clientèle qui est là et qui a un intérêt. Et là-dedans, alors j'ai 3 enfants, moi, qui sont des grands ados de 19-20 ans. Tout ce qu'ils me racontent sur les influenceurs, sur tout ça, bon, j'ai un petit peu de distance par rapport à ça, mais n'empêche que ça fonctionne bien. Parce que dans ces 200 clients-là, il peut y avoir des gens qui ont justement une influence sur le web et qui peuvent orienter d'autres clients vers chez Aymeric et Mathilde. Ouais, donc c'est le genre de truc sur lequel on est très attentif aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est pas tant, c'est ce qu'on dit, hein, c'est pas tant un outil financier, même si ça peut vous permettre de récupérer un peu d'argent et de développer des projets. Hein.
mais c'est aussi pour pouvoir communiquer autour de votre projet. Vous voyez, hein, je vous ai mis le lien de la campagne Tester d'Emeric. le projet. Ouais, C'est tester la validité du projet. Ouais, tout à fait. Et poser aussi vos éléments de communication. Voilà, on voit qu'il y a une belle histoire aussi derrière l'engagement d'Emeric et Mathilde, que c'est un engagement familial. Voilà, donc ça vous permet aussi d'attirer un peu la sympathie la sympathie de la clientèle, d'attirer aussi l'attention des médias. Donc voilà, c'est aussi un plan intéressant pour ça. Et ça demande beaucoup de travail. Hein. C'est pas juste faire la page web et voilà, et on attend que l'argent tombe. Il faut aller chercher. Si je peux me permettre, Stéphane, d'ajouter quelque Ouais. chose. En effet, nous, quand on a monté quand on a eu le souhait de faire cette campagne de crowdfunding, en effet, le côté financier, il est toujours intéressant et on est loin de cracher dessus. 4 000 € sur un budget à 150 000, ça paraît pas énorme et faut dire c'est ce ce qu'il qui est. permet de développer un site web, par exemple. Ouais, voilà, c'est assez négligeable, mais c'est toujours hyper utile et on est encore très reconnaissant aujourd'hui de tous ceux qui ont contribué à notre campagne. Mais le côté vraiment le paramètre numéro un, pourquoi on a fait ça, c'est vraiment aussi sur le côté communication. En fait, nous, on a décidé de lancer cette campagne 2 mois avant d'ouvrir, donc tout était déjà ficelé, le pré-signé, tout était déjà fait. Mais en fait, c'était vraiment cette envie de faire un peu monter l'intérêt pour notre épicerie et se dire qu'elle a duré 1 mois cette campagne. On l'a lancée 1 mois et demi avant d'ouvrir. Donc quand on a ouvert, on avait déjà en fait grâce à cette campagne des personnes qui nous suivaient. On était déjà connus. On n'a pas ouvert du jour au lendemain. Bonjour, on est là et là on aurait, je pense, ramé pour trouver des clients. On a ouvert. Et d'ailleurs, ça nous a complètement scotché de voir à quel point elle a été partagée et à quel point ça nous a aidé parce qu'on a ouvert. On n'avait même pas encore ouvert. Je me rappelle la veille de l'ouverture, on avait déjà 1200 personnes qui nous suivaient sur notre page Facebook alors qu'on n'était toujours pas ouvert. Donc en fait, c'est aussi le fait de faire suivre le projet. Les gens, ils s'identifient un petit peu à tout ça et ils suivent toute l'évolution. Donc nous, pendant 2 mois, on avait notre page Facebook et notre page Instagram où on disait voilà, là on fait les travaux, là on aménage les silos, là on met ça, là on fait ça. Et en fait, les gens suivent le projet, donc ils se sentent vraiment concernés avant même qu'on ouvre. Et en fait, on ouvre, comme je disais, avec plus de 1000 personnes qui nous suivent. Et en fait, dès l'ouverture, on s'est retrouvé à faire des journées avec énormément de clients parce que je pense grâce en partie à la campagne. D'accord. Et ça, c'est super important, hein, ce que tu viens de dire, Émeric. Hein. Il faut faire vivre sa page Facebook ou son compte Instagram ou peu importe. Mais il faut le faire vivre. Si on est en statique et qu'il n'y a rien qui se passe, il y a un moment donné, il y a très vite un désintérêt. Donc, c'est aussi important que de gérer les stocks. Hein. Ça fait partie du métier de commerçant. Ça fait partie du métier des nouveaux commerçants. Voilà. Ouais. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions-là sur le fait de se démarquer et de la présence aussi sur le digital. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on a monté son dossier, on a réussi, on s'est démarqué, on a de la clientèle. Quelles sont les pistes de développement qu'on peut avoir? Comment on fait pour aller voir plus loin du coup? Émeric, toi, du coup, vous avez ouvert une nouvelle boutique 1 an après la création de la première. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous êtes lancé dans cette seconde boutique? Alors pour plusieurs raisons, en effet, ça peut paraître assez rapide 1 an après d'ouvrir une deuxième épicerie. La raison principale, c'est que, alors il y a 2 raisons principales. Déjà, ça marchait vraiment bien, comme je disais tout à l'heure. On a fait une première année vraiment vraiment excellente et en fait, on avait la chance, comment dire, dans l'épicerie, comme je disais, moi j'avais plutôt le côté gestion et je fais un petit peu en surface de vente quand il y a besoin, quand il y a des rushs, mais c'est surtout l'arrière-plan que je gère et Mathilde est en surface de vente à 100%. Et on a pu embaucher du coup au bout de quelques mois une personne à temps plein pour aider Mathilde parce que seul ça devenait compliqué avec l'affluence des clients. Et en fait, il se trouvait que Mathilde et Éléonore réussissaient à gérer au moins la surface de vente, hein, tout ce qui est derrière, c'était moi avec les commandes, etc. Mais elles réussissaient à le gérer. Et moi, de mon côté, une fois que tout était bien en place, tout tournait bien, j'avais pas besoin de passer 35 heures dans la semaine pour faire tout ce que j'avais à faire. En une dizaine d'heures, 10-15 heures, j'arrivais
à gérer. Donc j'avais en fait du temps pour développer. Donc le fait d'avoir du temps et le fait que ça fonctionne bien, et ben voilà, ces deux éléments mis ensemble nous ont donné envie de développer l'entreprise. On se dit que c'est toujours bien de développer quand ça marche. Il faut pas attendre qu'il y ait un creux. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on le voyait. Donc c'est pour ça que ça nous a donné envie d'ouvrir une deuxième épicerie. Et on avait pas mal de clients enfin pas mal, non justement pas énormément, mais qui venaient chez nous et qui étaient très contents de venir, mais qui venaient pas assez souvent parce qu'ils n'étaient pas dans notre quartier. Le Mans n'a pas enfin c'est pas pour autant Paris, donc c'est pas hyper grand, mais malgré tout, quand on n'est pas dans un quartier, on a du mal à se déplacer, passer le centre-ville et aller dans un autre quartier. Donc voilà, on avait pas mal de clients comme ça et un quartier où on a ouvert à Libération qui est vraiment intéressant avec pas mal de personnes, sans se le cacher, bien entendu, des personnes qui ont des revenus intéressants aussi. On est dans une cible de clientèle avec des produits bio locaux qui ont forcément, voilà, on est forcément plus cher que Lidl, pour ne pas les citer, et tant d'autres. Donc voilà, on vise aussi ces personnes-là et le quartier de Libération pour ça est vraiment intéressant. Donc c'est tous ces éléments mélangés qui nous ont fait lancer ce projet d'ouvrir une deuxième épicerie. Donc je ne sais pas si tu voulais me couper ou pas. Non. Non, mais en fait voilà, c'est juste ça. L'histoire derrière est un peu plus compliquée parce que en fait on a ce projet d'ouverture en mars-avril à peu près de l'année dernière. Quand tout se passe bien, voilà, on y est. Et en fait, on a subi cette crise un peu dans l'alimentaire dont je parlais tout à l'heure, est intervenue à partir du mois de mai, où on a eu les réouvertures des commerces, les terrasses en plein centre-ville, etc. Voilà, nous on a beau être en centre-ville, on n'est pas en hypercentre. Donc on a eu à partir de fin mai un peu moins de trafic et on s'y attendait avec cette réouverture de commerce justement. Derrière, on a eu le mois de juin, juillet, août où c'est voilà les vacances, l'été qui sont des mois calmes dans les épiceries, donc on s'est pas trop inquiété. Ça nous a permis justement de travailler à fond sur l'ouverture de la deuxième épicerie. Et en fait, en septembre, on signe le bail pour la deuxième épicerie et en fait, on se rend compte que septembre ne repart pas alors que septembre est censé être un gros mois avec la rentrée, etc. Donc là, on est dans une phase un peu plus compliquée où on se rend compte qu'on est dans une crise alimentaire qui n'est toujours pas passée, avec l'ouverture d'un deuxième commerce et les charges qui vont avec. Donc voilà, c'est plus compliqué en ce moment dû au contexte, mais voilà, on s'accroche et d'où d'ailleurs le click and collect qu'on a lancé cette semaine. D'accord. Philippe, est-ce que vous avez du coup, comment la banque peut être un conseiller aussi, un partenaire de développement d'une entreprise? Alors, on sera le partenaire. Par contre, on est en quelque sorte astreint à une sorte d'obligation de neutralité par rapport à notre client. C'est-à-dire que on ne doit pas décider à la place du client et on ne doit pas l'influencer en disant vous pouvez y aller et tout, il n'y a pas de problème. Non, il faut quand même s'appuyer sur du fait. Alors, là où ça peut être intéressant, c'est d'avoir un échange à 3 avec le client, son expert comptable, son conseil, et le banquier, et de voir un peu ce qui est possible. Alors, le fait d'ouvrir une deuxième surface et de grandir, on appelle ça les crises de croissance. C'est un peu comme l'adolescence. Il y a des adolescences qui se passent très très bien, et puis il y a des adolescences qui se passent beaucoup moins bien. Donc, il faut faire extrêmement attention à cette ouverture de la deuxième surface de vente, parce que il faut vraiment anticiper le fait que la première surface aura les reins assez solides pour pouvoir porter la deuxième pendant quelques temps. Donc ça demande du calcul. Et là, on est plus sur une problématique de confiance, parce que bon, si on a suivi une première fois et qu'on voit que ça a marché, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas une deuxième fois. Néanmoins, il y a quand même de l'approche vraiment chiffrée, et là, l'expert comptable de ce côté-là peut être d'une grande aide pour voir ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. D'accord, très bien. Écoutez, sans plus tarder, je pense on a pas mal de questions. Du coup, on va prendre un petit temps pour pouvoir y répondre. En tout cas, merci à vous pour ces échanges. Pardon. Du coup, il y a Sylvie qui nous demande une question qui revient souvent. Quel statut juridique avez-vous choisi pour votre épicerie? Ça, c'est une question qu'on rencontre souvent. La grande question. Bonjour, monsieur le banquier. Voilà, j'aimerais savoir quel statut juridique je voudrais avoir je devrais prendre pour faire ouvrir mon commerce. Oui, mais vous m'avez pas dit de quel commerce c'était. Vous voulez vous installer où? Vous êtes marié? Vous n'êtes pas marié? Voilà. C'est la grande question.
la grande question, et c'est pourtant la question à laquelle on répond à la fin. Ouais, C'est-à-dire qu'avant tout, il faut voir le projet, il faut se poser, voir le projet, voir ce que la personne veut vraiment entreprendre, et ensuite le statut juridique, fiscal, social, on peut adapter. En fait, c'est une grande armoire avec plein de tiroirs, et en fonction de la taille du pull que vous allez vouloir prendre, eh bien, on mettra ça dans le tiroir du haut ou dans le tiroir du bas. Donc, à savoir si on va être en entrepreneur indépendant, est-ce qu'on va être en SAS, est-ce qu'on va être... On verra. On verra en fonction de votre situation. Il n'y a pas Ouais. de statut type. Je ne vais pas dire à tout le monde, faites la SAS aujourd'hui, c'est 50% des installations. La SAS au départ, ça a été mis en place pour les grosses boîtes. Et aujourd'hui, en fait, c'est détourné complètement des grosses boîtes pour un processus de simplification par rapport à la SA. Et aujourd'hui, c'est complètement détourné des grosses boîtes, et on voit que c'est des toutes petites entreprises, des TPE, qui s'installent en SAS. Bon, il y a du bon dans la SAS comme il y a du mauvais. Donc, Ouais, le statut juridique va dépendre de votre situation familiale, va dépendre de votre situation patrimoniale, va dépendre d'énormément de choses. ouais. Juste Donc, à titre n'arrivez pas avec un statut juridique déjà prédéfini, quoi. à titre d'exemple, toi, Émeric? Nous, on a fait le choix d'être en SARL, et en effet, le choix appartient vraiment. En fait, c'est comme disait Philippe, il y a plein de possibilités, et en fait, il faut trouver ce qui nous convient. Nous, on n'avait pas le souhait d'être salarié, notamment. On peut être salarié d'une entreprise, et nous, c'était pas notre choix. Donc, ça implique derrière le fait d'être couvert différemment quand il y a une maladie, un accident du travail, ce genre de choses. Derrière, ça dépend aussi comment dire, des biens qu'on peut posséder et comment on veut les protéger. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Honnêtement, je saurais même plus dire tout ça. On avait encore une fois vu avec BGE, et je pense que là, en effet, il faut se faire accompagner, et dans cette formation d'entrepreneur, on avait vraiment vu tous les détails de chaque statut, et on avait choisi celui qui nous convenait le mieux. Donc, faut pas, je pense, pas trop se prendre la tête avec ça en amont, hein. Comme disait Philippe, ça se décide un peu à la fin, et en fonction de ce que nous on cherche. Donc voilà. D'accord. On repart sur la question de Salomé, du coup. Avez-vous effectué des devis avec vos fournisseurs avant même de lancer votre projet? Et comment calculer la marge? Est-ce que vous leur payez? Ouais, question de la marge aussi intéressante. Ouais. Alors, les devis au niveau des fournisseurs, oui, pour tout ce qui est aménagement, travaux, etc. Ça, c'est forcément une obligation pour renseigner le business plan et savoir combien on a Voilà. besoin d'enveloppe totale. Donc ça, oui, complètement. Par contre, pas au niveau des fournisseurs enfin, si, je dis non, mais oui, quand même. Les fournisseurs avec lesquels on travaille pour les produits qu'on revend à l'épicerie, oui, en effet, on demande pas vraiment un devis, on demande leur catalogue produit pour connaître tous leurs prix, nous, les prix qu'on va appliquer derrière. Et donc, c'est lié un peu à la question qui suit avec les marges. On s'est pas mal renseigné, nous, sur les marges quand on a voulu ouvrir. On s'est beaucoup baladé, entre guillemets, dans des villes comme Nantes ou Tours, où il y a pas mal d'épiceries comme ça. Et en fait, en échangeant, en présentant notre projet aux personnes qui sont déjà ouvertes, on pouvait voir un peu, avoir une idée des marges qui étaient pratiquées. On s'est renseigné un peu sur Internet aussi, sur ce que pouvaient proposer des franchises, mais c'était pas forcément ça le plus important. Il faut vraiment se déplacer, aller voir des personnes qui font la même chose, prendre les infos. En général, un indépendant qui s'est lancé, il est toujours d'accord, au moins quand c'est pas dans sa ville, de renseigner la personne, voire même dans la même ville. Nous, on a renseigné des personnes qui veulent se lancer au Mans. On n'a pas de souci avec ça. Donc voilà, faut pas hésiter à aller taper aux portes et prendre les infos. C'est même obligatoire, je pense. Ouais, c'est du travail de terrain, quoi. Même là, le Ouais, travail de préparation, c'est vraiment du travail de terrain. complètement. Alors, la question de Nathalie. Alors, quelle est la surface recommandée pour débuter? Alors ça dépend de plein de choses aussi. Ouais, Ça dépend du commerce en question. Ça dépend de la manière dont vous le voyez. Nous, comme je disais tout à l'heure, on avait ce souhait d'avoir une grande surface pour que ça soit épuré, que les gens aient de la place, qu'on se marche pas dessus, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir une grande surface. Quand on s'est renseigné, quand on s'est baladé aussi, on a vu un peu les surfaces qui étaient utilisées. En général, des épiceries comme la nôtre, c'est plutôt aux alentours de 80 mètres carrés de surface de vente. Et on voyait, quand on se baladait un peu
quand on avait une épicerie de 60, 70, 80 mètres carrés ou quand on en avait une de 110, 120 mètres carrés, comment on se sentait. Donc on a fait notre choix en fait par rapport à ce qu'on a vu aussi. Et voilà, faut pas hésiter encore une fois à aller voir d'autres personnes dans d'autres villes. Il y a forcément, à moins que vous lanciez un concept complètement inédit, à partir du moment où c'est un commerce, il y a quand même de très très fortes chances que ça existe. Donc, il faut aller voir ce qui se fait et puis faire son choix en fonction de ce qu'on souhaite mettre en place, je pense. Une question sur la création du site web. Est-ce que tu as été accompagné par un prestataire pour le lancement de ton site? Oui, bien sûr. Je n'ai absolument pas les compétences informatiques pour le faire. Si vous les avez, tant mieux. Mais monter un site web et encore plus un e-commerce, c'est pas donné à tout le monde, je pense. Donc, ouais, on a été accompagné par un prestataire qui s'appelle Monsieur Site Web pour lui faire un peu de pub parce qu'il vaut le coup. Il est vraiment, il a été excellent dans toute la création, il a été force de proposition pour nous. Voilà, il est très réactif. On a vraiment beaucoup apprécié son échange et le fait qu'il nous ait fait ce site web. Donc ouais, c'est lui qui a fait toute la structure, l'architecture. Par contre, derrière, c'est nous qui le mettons à jour, tous les produits qu'on a, etc. C'est toutes les photos, c'est nous de notre côté, on s'en occupe. Mais voilà, sur le côté architecture, je pense qu'en effet, si on n'a pas les compétences, il faut se faire accompagner. Ouais. Ça vaut mieux, oui. Comme question sur le chiffre d'affaires et sur son évolution, quel pourcentage d'évolution du CA avez-vous prévu d'année en année? Il faudra que je reprenne le business plan, je l'ai plus en tête, mais de mémoire, c'était 10% d'évolution d'une année sur l'autre, sur les deux premières années au minimum, je crois, et puis peut-être 5% sur la troisième. C'est quelque chose comme ça. Après, ça reste des chiffres, du prévisionnel, c'est très important pour les banquiers et pour convaincre, et il le faut, c'est obligatoire, mais après, la réalité du terrain peut être tout autre. La preuve, nous, on a fait 20% de plus sur le chiffre d'affaires qu'on avait prévu la première année. Et la deuxième année, on se retrouve à en faire moins parce qu'on est dans une crise. Donc, il y a plein de choses qu'on ne peut pas anticiper. Mais malgré tout, voilà, il faut le faire. C'est comme ça qu'on l'avait prévu et ça nous paraissait assez cohérent. Philippe, est-ce qu'il y a des règles ou des chiffres clés en termes d'évolution de chiffre d'affaires pour pérenniser l'entreprise? Ouais, je vais te raconter une histoire, Stéphane. Une histoire du Mans, en plus. Aymeric, tu dois être au courant. 2007, il y a les lois Borloo qui permettent en fait de créer toute l'industrie du service à la personne. Et en 2005-2006, ces lois-là étaient déjà en gestation. C'était un peu dans l'air du temps. Mais tout le monde faisait son ménage à la maison et on n'avait pas de femme de ménage quand on était dans la classe moyenne. Il y a un gars qui a fait le tour des banques, et qui est passé d'ailleurs voir un collègue, parce que à l'époque j'étais en agence au Mans, mais c'est pas moi qui l'ai reçu, qui a fait le tour des banques en me disant, bah voilà, j'ai une idée, il y a Internet là qui est vraiment en train de monter en puissance. Je vais créer en fait une plateforme sur Internet qui permet de réserver sa femme de ménage pour intervenir chez soi et qu'elle fasse le ménage à la place de monsieur ou de madame. Et je pense que dans une dizaine d'années, je serai à environ 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a des banquiers pas sympas qui ont dit bah, non, allez, vous partez parce que là, ça va pas du tout. Il y a des banquiers un peu plus sympas qui lui ont proposé un café puis discuté un petit peu, mais qui n'ont pas été convaincus. Et en fait, il y a un banquier, il se trouve qu'en plus, c'est un très bon copain à moi, et je vais faire un peu de la pub pour les confrères, mais enfin bon, du Créa École, qui dit mais vous avez besoin de combien? Je lui ai dit bah, 100 000 euros. Et donc, mon ami a dit bon, bah, ok. Je mets 100 000 sur la table. Et là, c'est vraiment pas du boulot de banquier, parce que le banquier, normalement, il fait pas de paris. Hein. Nous, notre travail, c'est de prendre l'argent des particuliers pour le transformer pour des crédits aux entreprises, voire des crédits aux particuliers. Donc, il a fait une sorte de pari en disant, bon, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Il a une très bonne situation par ailleurs, patrimoniale, professionnelle, donc normalement, voilà, je risque rien. Donc, j'y vais. Et en fait, cette boîte-là, c'est devenu O2. Je ne sais pas si vous connaissez O2, qui est le plus gros intervenant aujourd'hui avec, je crois, ça doit être 35 ou 40 000 personnes qui travaillent dans le cadre de O2. Ils ont un siège pas très loin de chez Aymeric, qui est juste à côté de la gare du Mans, qui est absolument énorme. Et cette personne-là, Stéphane Richard, il avait senti le marché.
Et ça, le banquier, il y a des fois, il le sent pas. Et donc, sur la place du Mans, sur les 7-8 banquiers qu'il a été voir, il y en a qu'un, mon ami du Crédit Agricole, c'est même pas qu'il l'a senti, c'est qu'il s'est dit, bon, allez, voyons, mais c'est un peu comme au poker, quoi. Mettons sur la table pour voir. Bon, il a vu. Aujourd'hui, c'est le Crédit Agricole a les flux de O2. Mais il faut sentir les choses. Et là, si vous sentez pas les choses, c'est un peu compliqué. Émeric a senti quelque part a senti les choses sur ce quartier-là qui était en pleine revitalisation, et quand j'entends qu'il ouvre sa deuxième boutique dans un coin que je connais très bien aussi, je pense que ça va marcher parce que ce coin-là effectivement est favorable à ce genre de commerce et de relations avec les circuits courts, avec le bio. On a des gens qui sont sensibilisés à ça. D'accord, très bien. Donc une question de feeling aussi, et pas forcément que de chiffres. Dernière question avant de se quitter. En plus du crowdfunding, avez-vous lancé vos réseaux pour faire connaître votre envie, votre idée avant l'accord de la banque? À quel moment tu as commencé à communiquer? On a commencé à communiquer sur nos pages à la validation du bail auprès de nos propriétaires. L'accord de la banque, de mémoire, on a dû l'avoir en avril, si je dis pas de bêtises, et on a signé le bail le 4 juin pour une ouverture 2 mois et demi après. On a attendu parce qu'on a eu des relations un peu compliquées avec nos propriétaires où ils étaient un peu allez, personne n'écoute, instable, on va dire. Et on avait jusqu'à la signature, jusqu'au moment où le stylo était dans les mains du propriétaire pour signer le bail, on avait encore un doute sur le fait qu'il lâche. On a eu pas mal de péripéties, je vous passe tous les détails. Donc voilà, on a eu envie d'avoir la certitude d'être placé à cet endroit-là, parce que quand on lance une page, on peut pas dire je lance ça, mais je vous dis pas quand, et je vous dis pas où et quand. Et donc voilà, dès qu'on a lancé la page, le lendemain, on a dit voilà, vous êtes nombreux à savoir où on va se mettre, quel emplacement, boum, on se met là. Donc voilà, on avait besoin de cette certitude, donc c'était pas forcément par rapport. Enfin, il y a la certitude banque et la certitude emplacement, et quand on a eu les deux, on a décidé de communiquer. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, Émeric et Philippe. Merci aux spectateurs. J'espère que ce webinaire vous a été utile. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher des antennes BGE à côté de chez vous pour créer des Voire de votre banquier qui vous orientera vers BGE. Hein. Voire de votre banquier. Tout à fait. Merci qui vous à vous. rapprochera de BGE pour bien finaliser votre projet. Voilà. Ça marche. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ok.